Bonjour et bienvenue à Cyberdolus, le podcast qui traite du numérique sous l'angle de la cybersécurité. Dans l'actualité du mois de mars, voici une sélection de 3 sujets qui concernent à la fois les entreprises et les particuliers. Premier sujet, l'authentification par SMS devient payante sur Twitter. Alors que faire ? Deuxième sujet, ChatGPT est-il utilisé par les cybercriminels, les cyberdélinquants ? Si oui, dans quel but ? Et dernier sujet, cybermalveillance édite un référentiel à destination des prestataires informatiques. Comment l'utiliser en tant qu'entreprise ? Que vous utilisiez Twitter pour votre usage personnel ou pour un compte d'entreprise, si vous avez activé l'authentification forte par SMS, mais que vous n'êtes pas passé en compte payant, eh bien cette option ne sera bientôt plus disponible. Mais vous pouvez la remplacer par l'utilisation d'un moyen d'authentification forte, qui est d'ailleurs recommandé pour l'intégralité de nos comptes en ligne, et pour cela 2 solutions s'offrent à nous. Soit utiliser une application qui génère un code unique pour chaque connexion, soit utiliser une clé physique et donc unique pour être identifié au moment de la connexion. Deuxième sujet, pour l'émission C'est à vous de France 5, diffusée le 22 mars 2023, on m'a demandé si l'intelligence artificielle était utilisée par les cybercriminels ou les cyberdélinquants. La réponse est oui, et depuis longtemps. Si on prend en compte l'utilisation d'outils de traduction très connus, on se rend compte que les cybercriminels utilisent l'intelligence artificielle depuis un bon moment. La sortie récente de la version 4 de ChatGPT marque un tournant dans l'accès à ces outils, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Ces chats conversationnels permettent d'augmenter la capacité de production des cybercriminels, tout en réduisant la possibilité pour les internautes de déceler les arnaques. Dans ce cas, le message d'hameçonnage, les textes produits sont efficaces et uniques, et ils demandent une vigilance accrue pour les détecter. Bonne nouvelle, côté défendeur, nous utilisons des intelligences artificielles depuis des années et nous les entraînons à reconnaître les messages malveillants et pas uniquement à partir d'éléments textuels. Une solution de sécurité sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette est un garde-fou numérique très utile. Et pour terminer, je vous invite à télécharger le référentiel de compétences cyber édité par cybermalveillance.gouv.fr. S'il est principalement destiné aux prestataires informatiques, il a pour objectif de couvrir les points sur lesquels nous devons porter notre attention pour protéger notre patrimoine numérique. Les PME et TPE pourront ainsi à sa lecture passer en revue de manière exhaustive une 50aine de points classés en 5 grandes catégories. Identifier, protéger, détecter, répondre et enfin rétablir. Ce document de 15 pages est accessible et il peut être utilisé par le chef d'entreprise ou la fonction cybersécurité dans l'entreprise afin de garder en tête les éléments essentiels à connaître, à surveiller et à mettre à jour pour avoir la maîtrise de son système d'information. Lorsqu'une entreprise est victime d'un acte de cybermalveillance, elle tente d'assurer sa résilience. Dans un premier temps, les aspects techniques sont privilégiés et ils sont nombreux à prendre en compte. Il faut endiguer l'attaque et éviter qu'elle ne se reproduise, quantifier et qualifier une fuite de données potentielle ou encore reconstruire le système d'information pour repartir au plus vite. Voyons ensemble un autre aspect fondamental auquel une entreprise doit prêter attention lors d'une cyberattaque, c'est l'angle juridique. Je reçois Maître Olivier Théanu, avocat à la Cour et spécialisé dans le numérique, les données et la cybersécurité. Il est également auteur de 5 ouvrages, dont notamment Tous cybercriminels chez Lafon en 2004. Bonjour Maître, pouvez-vous vous présenter et nous donner des exemples concrets de l'accompagnement que vous apportez aux entreprises ? Bonjour Benoît, merci de votre invitation. Donc, je suis avocat depuis un peu plus de 30 ans. J'ai dédié mon activité à l'époque au droit de l'informatique et des télécoms, aujourd'hui droit du numérique et de la data. J'ai écrit 5 ouvrages, vous l'avez dit. J'enseigne dans 2 Master 2 aux universités Paris-Orsay et Paris-Sorbonne en droit du numérique. Je dirige un cabinet avocat que j'ai fondé d'une 15aine de professionnels qui est dédié au droit du numérique. C'est pas que la cybersécurité, c'est aussi le e-commerce, la propriété intellectuelle, logiciel, base de données, création numérique et les data. Très bien, c'est un domaine à la fois précis et large pour les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions quand une cyberattaque intervient dans une entreprise sur le volet qui est le vôtre? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre? Alors oui, vous avez raison, c'est à la fois très précis et très vaste à la fois, très vaste parce que nous vivons au quotidien la transformation numérique dont vous parlez régulièrement dans vos émissions. Je dirais que lorsque on subit une cyberattaque, très souvent, cette cyberattaque passe par une difficulté née sur des données qu'on détient et qui sont pas toujours les siennes. Ou alors une personne qui va passer, un individu qui va passer sur notre système d'information, rebondir pour en attaquer un autre. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que ce qu'a créé Internet il y a maintenant près de 30 ans,
Internet, c'est-à-dire Internetwork, c'est que finalement, on est quelque part tous responsables les uns des autres. Et on peut donc être victime et responsable. Et ça, c'est la grande nouveauté. Ça veut donc dire qu'il faut prendre un certain nombre de précautions pour quelque part gérer la situation et les 6 mois ou les 1 an qui vont suivre, parce que souvent c'est dans cette période-là que les choses se révèlent, de façon à rester, si je puis dire, vraiment dans le camp des victimes et pas être dans celui des responsables. Est-ce que vous pensez au règlement européen sur la protection des données personnelles ou est-ce que vous voyez quelque chose de plus large? On a dépassé largement le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, qui est un texte, qui est un bon texte, un très bon texte, même s'il évidemment, on peut toujours l'améliorer. On n'a pas le temps de développer ici, mais il a été un peu le coup d'envoi d'une prise de conscience de l'enjeu des données, hein, quand on voit les montants de condamnation potentiels, et également de ce qu'est la responsabilité de chacun, parce que le RGPD a voulu responsabiliser toute la chaîne. Et le dernier en date, le dernier texte en date, est une loi qui est intervenue le 24 janvier 2023, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la fameuse LOPMI, qui, quelque part, a été bien plus loin, puisque désormais, elle permet aux assurances, elle a modifié le code des assurances, de payer les fameuses rançons qui sont demandées dans le cadre des attaques ransomware, à condition que, au préalable, eh bien, une plainte ait été déposée auprès des autorités. On veut s'assurer que la personne va effectivement donc c'est subordonné au dépôt d'une plainte pénale qui doit être fait 72 heures après la connaissance de l'atteinte par la victime. Tiens, 72 heures. Est-ce que ça vous rappelle pas les 72 heures de la notification de violation de données à caractère personnel qui est insérée dans le RGPD? Donc on est de plus en plus dans ce schéma de litige où on demande aux personnes de notifier aux autorités publiques tous les faits, tous les incidents, toutes les violations dont ils sont victimes, de façon à ce qu'ensuite les autorités préviennent la communauté, si je puis dire, et on les responsabilise d'une certaine façon à être diligents. Donc, une entreprise, en cas de cyberattaque, doit porter plainte, doit notifier différents organismes, et si elle veut aller plus loin, et notamment porter plainte au pénal, est-ce nécessaire? Et si oui, pourquoi? Alors, oui, vous avez raison. Je crois que porter plainte au pénal, c'est tout à fait nécessaire dans le cas d'une attaque moyenne. Évidemment, des tentatives d'accès au système de traitement automatisé de données, les entreprises en subissent tous les jours des centaines. Une attaque sérieuse, et ça c'est à chacun de l'évaluer, a peut-être réussi, elle a peut-être généré de l'exfiltration, de la captation de données. On ne le sait pas forcément. Donc, comme je le disais, il faut effectivement alerter les autorités publiques et montrer qu'on a été diligent et qu'on a fait ce qu'il fallait faire. C'est très simple en réalité. C'est le fameux article 40 du Code de procédure pénale. Eh bien, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est à dénoncer les faits au procureur de la République du tribunal judiciaire dont vous dépendez. Donc c'est un courrier à faire à monsieur le procureur, monsieur ou madame le procureur de la République, madame, monsieur le procureur de la République, j'ai l'honneur de porter plainte entre vos mains au titre de faits qui sont les suivants et qu'on peut très légèrement documenter. Ça peut être un screenshot, ça peut être une petite note technique interne, ça peut être un ensemble de pièces très simples et on dénonce. On dénonce comment? On peut le faire en se déplaçant au tribunal judiciaire, en déposant une plainte et en demandant un récépissé qui est plutôt donné aux avocats, mais on peut aussi envoyer une lettre recommandée R, garder l'avis de réception, garder le courrier et le mettre au chaud, montrant que, quelque part, on a passé le problème aux autorités publiques, à elles de réagir, d'identifier éventuellement l'auteur de l'attaque. En tout état de cause, si une victime se révèle à vous parce que, quelque part, vous étiez dans la chaîne d'attaque à votre corps défendant, vous pouvez montrer que vous avez été diligent. Effectivement, on est aujourd'hui dans ce type de situation, et c'est pas encore une fois que pour faire semblant, c'est aussi parce que les autorités publiques ont besoin de savoir ce qui se passe sur le terrain pour éventuellement réagir, informer et sensibiliser. Eh bien, merci, maître. On sent ici toute l'importance du volet juridique et légal lors d'une cyberattaque. Et on note avec un niveau très fort d'intéressement vos conseils qui montrent encore une fois l'importance de bien s'entourer lors d'une cyberattaque. Merci à vous.
une chance et apporte de nombreuses opportunités d'apprentissage, de divertissement ou encore d'épanouissement artistique. Pour autant, il existe des risques associés à l'usage des outils et des plateformes numériques que l'on peut qualifier de cyberviolence. Les plus courantes sont le cyberharcèlement et le cybersexisme. Comme il est préférable de prévenir plutôt que de guérir, l'association e-enfance propose des formations sur les usages responsables d'Internet. Elle opère également le 3018, le numéro national pour les victimes de violences numériques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Samuel Comblé. Samuel, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, bonjour, je suis Samuel Comblé, le directeur des opérations de l'association e-enfance et du numéro 3018 et je suis psychologue de l'enfance et de l'adolescent de formation. Merci, nous avons 5 minutes, ce qui est vraiment très court pour aborder un sujet aussi vaste. Et donc je te propose d'aller à l'essentiel. Quels sont les dangers que pose Internet aux plus jeunes? Alors quand nous intervenons dans les établissements scolaires qui font appel à nos services, quand nous allons à la rencontre des parents, je dirais que le premier problème qui se pose dans les familles, c'est ce qu'on appelle l'hyperconnexion aux écrans. Donc les enfants qui sont très connectés aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux et qui en oublient que pour se développer, on a besoin aussi de faire du sport, d'avoir des activités musicales, de voir ses copains, de ne rien faire aussi, puisque l'ennui fait aussi partie de ce dont on a besoin pour grandir. Donc l'hyperconnexion est, je dirais, le premier problème. Ce qui vient en second serait le cyberharcèlement. Et donc là, je dirais qu'on a des adolescents plutôt de l'âge du collège qui sont concernés par cette problématique, même si ça peut toucher tous les âges. Mais c'est vrai que le harcèlement au niveau du collège est vraiment la problématique numéro un qui se pose aux élèves. Les escroqueries, les piratages, les usurpations d'identité aussi sont des dangers qui concernent de plus en plus les adolescents, et je dirais depuis la crise sanitaire, puisque ça a été des cibles de choix pendant toute la période de la crise que nous avons connue, et aujourd'hui encore malheureusement ce sont des dangers dont il faut les protéger. Et puis ensuite, pour terminer ma réponse, pour les plus jeunes, je dirais que l'exposition à la pornographie est certainement une des problématiques majeures que l'on rencontre, et également toutes les possibilités de rencontre avec des personnes qui peuvent leur porter préjudice. Je pense notamment à des problématiques pédophiles, avec des situations d'enfants qui sont contactés via les jeux vidéo par des pédophiles et qui vont leur proposer, en échange de quelques crédits sur leur jeu, de leur envoyer des photos ou des vidéos d'eux dénudés ou en situation de rapport sexuel agi. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux conseiller alors aux parents qui nous écoutent, certainement aux plus jeunes aussi qui vont écouter cette chronique? Qu'est-ce que tu peux conseiller concrètement pour se protéger? Alors, d'abord de considérer que les outils numériques, ce sont avant tout des outils et que tout outil suppose que l'on apprenne à s'en servir. Et malheureusement, on se rend compte que les parents souvent donnent l'outil sans le guide mode d'emploi qui va avec, sans les préconisations d'usage, et puis je dirais sans le cadre en termes de temps également pour pouvoir contrôler cette utilisation. Donc la première des choses, c'est vraiment d'avoir le réflexe de sensibiliser l'enfant dès les premiers moments de cet usage numérique aux dangers que je viens de citer, et puis de garder en tête que c'est pas parce qu'on a donné ces recommandations préalables dès le début que ça suppose qu'on peut complètement, je dirais, prendre de la distance vis-à-vis de son enfant et de ses usages. Ça suppose régulièrement de faire un point, d'abord parce que les usages vont évoluer, donc les dangers nouveaux peuvent aussi se présenter à l'enfant, et puis parce que je dirais qu'un enfant a toujours tendance à essayer de braver les interdits, à essayer de contourner les consignes qui ont été données par les parents. Or, les usages numériques supposent pour l'enfant parfois des mises en danger qui peuvent être extrêmement graves. Je pense notamment au harcèlement, qu'il ne faut pas sous-estimer et qui peut parfois porter un réel préjudice aux enfants. Donc l'idée, c'est vraiment d'être un accompagnateur, je dirais, des usages numériques des enfants et des adolescents vraiment très régulièrement, mais de la même manière qu'on peut le faire quand un enfant va dans un club de foot, par exemple, régulièrement, on va aller poser des questions à l'enfant, savoir si ça se passe bien dans son équipe, est-ce qu'il est à l'aise avec l'entraîneur, on va peut-être aller voir un peu comment ça se passe au bord du terrain le samedi après-midi, etc. Donc se rendre compte, je dirais, de manière concrète de comment l'enfant se comporte sur un terrain de foot, ça devrait être le même réflexe
réflexes aussi dans la sphère numérique, parce que la sphère numérique ne doit pas échapper à la surveillance des parents et à la protection des enfants. Ce qui est important parce que la plupart du temps, quand on a des parents que l'on interroge sur la protection de l'enfance, sur les moyens numériques, ils nous disent qu'ils sont dépassés, que les usages ne sont pas les leurs, qu'ils parfois les découvrent avec les enfants. Au final, on est sur beaucoup de bon sens et d'appliquer des réflexes que l'on a dans la vie réelle également aux usages numériques. Finalement, même si on ne les connaît pas, ces usages, on a à peu près les mêmes tentations et ou les mêmes dangers. C'est Exactement. intéressant. C'est tout à fait ça, exactement. Et l'idée, c'est, si je reprends ma métaphore du match de foot, on n'est pas obligé d'être un spécialiste du football, on n'est même pas obligé de connaître les règles du foot pour se rendre compte que son enfant sur le terrain le samedi après-midi ne joue pas correctement, ne respecte pas l'arbitre. Effectivement, comme tu le dis très bien, on a des réflexes de bon sens parce que nous sommes des adultes et que nous pouvons les transmettre. Il est normal, effectivement, que techniquement, on se sente un petit peu dépassé. Les enfants ont une certaine intuition à utiliser les outils numériques, mais c'est pas grave. On peut apprendre aussi de la part des enfants à mieux maîtriser ces usages, et ça peut même être intéressant pour une fois de changer la façon dont on apprend, et c'est pour une fois les enfants qui apprennent aux adultes. Très bien, bon, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que, malheureusement, on sait qu'il y a des moments où ça se passe pas bien, où heureusement on arrive à le détecter, et dans ce cas-là, vous opérez le 30-18. Est-ce que tu peux nous décrire le 30-18 et nous donner quels sont les cas les plus fréquents que vous rencontrez? Alors le 3018, c'est le numéro vert national en charge d'aider les victimes de violences numériques et leurs parents. L'idée de ce service, donc, c'est d'être un numéro de téléphone accessible par le numéro 3018. On est accessible aussi par chat, par Messenger. Nous avons une application aussi qui est disponible gratuitement sur les stores. Et quand vous appelez le 3018, vous avez notre équipe de psychologues, de juristes et de spécialistes des réseaux sociaux qui sont capables de vous répondre sur tous les sujets, sur tous les dangers que les enfants peuvent rencontrer dans la sphère numérique. Donc c'est l'occasion peut-être de parler d'une situation de cyberharcèlement avérée ou supposée. C'est la possibilité pour un adolescent de parler d'une situation d'escroquerie dont il peut être victime, mais c'est aussi la possibilité pour un parent ou pour un professionnel de poser une question sur l'installation d'un logiciel de contrôle parental ou sur le dernier challenge qu'il aurait pu entendre dans les médias et qui peut peut-être l'inquiéter. L'idée du 3018, c'est d'être une ligne d'écoute, bien évidemment, donc on va rassurer celles et ceux qui nous appellent, mais c'est aussi une ligne d'action, c'est pas une écoute passive, on est vraiment là pour aider les victimes, et notamment grâce à notre capacité à faire retirer des contenus qui peuvent être préjudiciables ou harcelants, des photos, des vidéos ou des textes, et l'idée c'est de pouvoir travailler en partenariat avec un certain nombre de réseaux sociaux et de partenaires institutionnels pour pouvoir signaler des contenus préjudiciables et de pouvoir, encore une fois, agir le plus rapidement possible et le plus efficacement pour le bien de la victime. Alors c'est vrai qu'on se retrouve bien souvent démuni face aux plateformes, hein. Quand tout se passe bien, il est très simple de créer un compte. Et par contre, lorsque l'on souhaite rentrer en contact avec eux, supprimer ou signaler, on se retrouve bien souvent face à un mur numérique, même si ces plateformes font des efforts. Donc vous êtes tiers de confiance, vous avez, vous, un accès privilégié avec ces plateformes. C'est vraiment important de le souligner parce que quand on vous appelle, on va pouvoir certainement débloquer des situations que l'on ne pourrait pas en tant que particulier et seul dans son coin. Tout à Ce fait. qui m'amène aussi à la dernière question. On a eu l'intervention d'un avocat dans la chronique précédente. Alors, il conseillait aux entreprises de porter plainte. Et finalement, qu'est-ce qu'il en est pour un particulier ou pour un jeune qui est victime de cyberviolence? Alors, bien évidemment, quand on est victime d'un préjudice et que ce préjudice demande réparation, il est normal de porter plainte. Cependant, on se rend bien compte que la priorité quand on est victime d'une violence numérique, c'est d'abord de faire en sorte que cette violence puisse s'arrêter. Et le fait de porter plainte, en général, a peu de conséquences parce que le temps judiciaire n'est pas le même que le temps d'Internet. Donc, on peut porter plainte, évidemment, parce qu'encore une fois, il y a nécessité parfois de se protéger et puis d'être reconnu en tant que victime. Mais je dirais que la première des choses à faire, c'est peut-être d'abord d'appeler le 3018 parce que le 3018 va pouvoir justement faire en sorte que la situation puisse rapidement s'arrêter, faire en sorte que les contenus puissent être retirés
dirais. Ça va être aussi l'occasion de se rassurer et puis aussi d'entendre un certain nombre de messages de prévention pour faire en sorte que la situation ne réitère pas, ne recommence pas. Et donc, on est aussi là pour prévenir des situations qui pourraient se répéter. Et donc, appeler le 3018 dans un premier temps, être en contact avec notre équipe d'écoutants et puis porter plainte dans les cas les plus graves parce qu'il y a nécessité et puis parce que la loi change énormément et notamment en ce moment, de plus en plus de projets de loi vont protéger davantage les enfants et donc il est normal d'utiliser cet arsenal législatif pour pouvoir se protéger tout simplement. Complètement. Et nous, on l'a vu également, notamment au panorama de la cybercriminalité que l'on a mené pendant toute l'année 2022. Donc des tendances sur le grand public, notamment des attaques d'hameçonnage, de fraude à la carte bancaire. Et porter plainte, même si le préjudice unitaire par victime n'est pas très important, permet aussi d'agréger des données et aux forces de l'ordre, à la justice, de prendre conscience d'aider, bien entendu, mais de prendre aussi conscience du volume que cela représente. Tout à fait. Merci beaucoup, Samuel. Merci, Benoît. C'était un plaisir de t'avoir. J'imagine que ces bons conseils vont intéresser énormément des personnes qui nous écoutent. Donc, on rappelle donc le 3018 par téléphone. Et puis, on trouvera dans la description du podcast un certain nombre de liens qui mèneront directement sur le site de e-Enfance pour aller chercher de l'information et encore une fois, prévenir plutôt que guérir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en notre compagnie et vous dis à très bientôt sur Cyberdolus.